le ferait, non? Attends, je sors une couverture de mon gunna, tiens. Si ça. Ah, attendez, j'allume un feu. Allez, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel autour duquel on retrouve de futurs ex-ennemis. Allez, compagnons grand poil et Zéphiriel. Allez, vous deux. Bienvenue dans ce 37e épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, on continue le tome 5 de La Tour Sombre, Les Loups de la Cala. On commence la partie 3 qui s'intitule Contes et récits et on lit les chapitres 1 et 2. Mais d'abord, comme d'habitude, on commence avec quelques commentaires. On a toujours une espèce d'enquête parmi les auditeurs et auditrices sur cette histoire de chapeau, de quid de chapeau de Roland ou pas, où moi je restais persuadée qu'il en a pas au début et qu'à un moment donné il en a un. On a Pompon qui a fait une recherche avec le mot chapeau dans les e-pubs et dans les e-books à notre place et qui dit la première occurrence du mot chapeau dans le Pistolero ne fait aucun doute. La deuxième ce n'est pas Roland et la troisième c'est lui, donc ça sent l'erreur. Pas de couvre-chef non plus. Et si je reprends la capture d'écran, en fait, la première occurrence du mot chapeau dans La Tour Sombre, c'est son chapeau avait disparu. Donc La Tour Sombre commence sans chapeau sur la tête de Roland. Ok. Il l'a retrouvé à un moment, quoi. Oui, il le retrouve. En fait, je pense que King s'embrouille sur le fait qu'il a un chapeau ou pas, et il l'a écrit au début sans chapeau parce qu'il a voulu faire un effet en mode il a plus de chapeau, et puis et en effet, c'est ce que vous disiez la dernière fois, c'est que ça paraît logique qu'un pistolero qui traverse le désert ait un chapeau, que ce soit culturel ou pratique. Et donc du coup, je pense qu'en plus dans sa vision du western, tous les hommes ont des chapeaux, et donc du coup, un coup il en a, un coup il en a pas. Ou alors il a une djellaba et un turban, sinon il traverse pas le désert. Hein. Peut-être. Je sais pas qu'on soit sur ce type de western-là, du coup. Et on a un commentaire d'Anne-Sophie qui nous souhaite une bonne année 2026 et qui continue à tout rattraper. Elle nous dit que dans le tome 5, Roland commence à faire le signe du moulinet pour inciter ses interlocuteurs à accélérer leur histoire. C'est en fait extrêmement logique, car à partir du tome 5, la temporalité du cycle change et s'accélère. Après plusieurs tomes où le temps n'en faisait qu'à sa tête, jusqu'à parfois s'étirer indéfiniment, notamment quand Roland raconte sa folle jeunesse dans le tome 4, le temps enclenche un compte à rebours à partir du moment où le cathète découvre que la rose est en danger à cause des manigances de la Sombra Corporation qui veut s'emparer du terrain vague. Le temps devient essentiel car il faut agir vite dans le monde clé tout en poursuivant la quête de la tour sombre dans l'entre-deux-mondes et il ne doit plus être perdu. C'est d'ailleurs la même urgence qui se fait ressentir dans l'écriture de King après 4 tomes écrits de manière très distendue dans le temps, sur presque 20 ans, du fait de son accident. Les 3 derniers tomes ont été écrits très rapidement, comme si King s'était fait lui-même le signe du moulinet, accélère et finit avant de mourir. Et d'ailleurs, ce compte à rebours qui devient de plus en plus oppressant dans les 3 derniers tomes s'achève quand King est sauvé de la mort. Plus de moulinet, il me semble, après l'accident dans le tome 7, mais à vérifier tout de même. Il y a beaucoup de choses dans ce commentaire. Oui. Moi, j'aime bien le principe. Après, quand King est sauvé, il n'y a plus que lui et Susanna, donc... Il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand monde qui parle. Il n'y a plus beaucoup d'échanges, il n'y a plus beaucoup de grandes discussions. Je suis assez d'accord avec le fait que tout ce qui se passe après la mort de King, ça peut pas valider beaucoup de théories. Enfin, si, ça peut valider certaines théories, mais pas forcément celle-là, parce que de toute façon, il n'a plus personne avec qui discuter. Oui, je dirais qu'à partir de la mort d'Eddie, déjà, il y a plus grand monde qui discute beaucoup. Ouais. Non, puis ça va bien avec... et je pense que dans cette partie-là, on va commencer à discuter avec ce sentiment d'urgence qui va apparaître, avec le besoin de ne pas laisser filer le temps du monde clé qui, lui, va que dans un sens. Ils peuvent plus aller où ils veulent, ils sont obligés de suivre la timeline du monde clé pour sauver la rose. Oh. Oui, avec l'idée qui avait été évoquée il y a 1 ou 2 épisodes de... quand il y a une palabre, vu que le temps s'arrête ou s'étire, il n'y a pas de moulinet de Roland parce que le temps fait pause, mais quand il n'y a pas de palabre, il faut... En fait, les histoires de Callan, elles sont trop longues, donc Roland, il lui dit juste avance mec parce que on n'a pas le temps. C'était un peu ça. Ok, bah c'est tout pour la partie commentaires. On a eu plein de gens qui nous rattrapent au fur et à mesure, qui nous souhaitent bonne année, qui nous disent qu'ils aiment bien ce qu'on fait, qui sont contents de pas être tout seuls. Une fois de plus, merci. Ouais, merci à tout le monde pour ces commentaires-là. Mais du coup, si on a un résumé de l'épisode précédent, c'est ton moment. Bien sûr. Épisode 36. Pendant que les pistoleros sans Roland se montrent un peu plus en ville pour faire du soft power, Roland
justement, Trop fait bête. une visite au Mani et à la partie dérobée, et à la porte dérobée, pardon, dans une grotte bien étrange. Puis chacun a le droit à un peu de repos avant de finir le récit du père Callahan. Bravo. C'est vrai que c'est du soft power. Ah, mais c'est Complètement. complètement ça. Très bien, nous sommes donc dans la troisième partie qui s'appelle Les loups et qui est accompagnée d'un dessin de cactus sur mon édition à moi. Et on arrive au chapitre 1 qui s'appelle Secret avec un S. Le lendemain de la fin du récit de Callahan et après une nuit aux côtés de Rosalita, Roland fait pipi devant un portrait de profil quand même du fils de Dieu, l'homme Jésus. Il est presque midi. Roland a fait une grasse matinée bien méritée. Tout est beau sous le soleil et tout va bien. On a un côté qu'on avait déjà la dernière fois de paisible et de calme avant la tempête. Ouais. Qui est Je très serais fort. quand Roland dit que s'il y a quelqu'un qui a bien mérité une grasse mat, c'est bien lui. Ouais, clairement. Je comprends pas cette ouverture sur le portrait de Jésus. Je me dis que ça va être vraiment une attaque personnelle, quoi. Tu vois. Oui, en le relisant là, je me suis dit, est-ce que j'avais vraiment besoin de le noter parce que est-ce que c'est vraiment important? Après, je sais pas, est-ce que ça fait le lien avec, enfin, est-ce que c'est pour montrer une fois de plus que Callahan est très religieux et que là, il va montrer à quel point il est religieux et peut-être montrer même la limite de sa religion sur toute la discussion qu'il va y avoir autour de Susanna un peu plus tard. Mais en effet, ça fait Ouais. un peu gratos. Ouais, de là à dire que voir Jésus, ça fait chier, c'est vraiment le. Il y a un truc presque, c'est. Mais ouais, j'ai pas compris l'attaque. Et Roland se demande pourquoi les autres, qui devaient se douter que Susanna était enceinte, ont mis autant de temps à déclencher une palabre et pourquoi ça a été toute une histoire. Il est un peu détestable, Roland, sur ce petit passage-là parce je trouve qu'il manque beaucoup d'empathie. Comme il peut être très froid des fois, je le trouve un peu presque hypocrite sur toutes ses pensées dans ce passage-là. Ouais, il cherche des excuses Ouais. au fait de pas en avoir parlé, mais en fait, il savait déjà. C'est bon, Ouais, c'est le un cathète peu- est sauvé. Oui, et du coup, pourquoi ils m'ont fait chier pendant autant de temps s'ils étaient déjà tous au courant, pourquoi ils ont autant attendu et tout. En effet, peut-être qu'il essaye plus de s'auto-convaincre qu'autre chose. Ouais, il y a un truc de presse. Il accepte pas de plus être le seul qui Ah. apporte les nouvelles ou un truc comme ça, tu sais. Ouais. Callahan interrompt ses pensées et Roland décide de lui faire une confession. Il parle de la prophétie qu'il doit en tirer 3 et qu'ils formeront un cathète. Il s'interroge sur la deuxième porte, celle qui lui a amené Susanna. En fait, Roland lui raconte tout, jusqu'à la palabre d'hier soir où tout le monde a réalisé que Susanna savait qu'elle était enceinte et qu'elle sait qu'il n'est pas dédié. Roland ne lui a pas dit que c'était l'enfant d'un démon, mais il lui a parlé de Mia, ce qui ne l'a pas vraiment surprise. Il y a ce petit passage où Roland dit avoue qu'il a eu tort enfin qu'il a mal fait avec Jack en disant que Ah oui. quand il m'a demandé ce qu'il fallait dire, je lui ai donné un mauvais conseil. Je me dis putain, pour une fois qu'il avoue qu'il fait de la merde. Bon, c'est pas grave. C'est vrai. Il le fait. Et parle de la verrue avec. Il compare le comment fait. on traite, Ouais. Alors il dit schizophrénie, c'est toujours problématique parce que c'est pas ça, mais il comparait la schizophrénie à des verrues. C'est enfin Roland qui fait la comparaison, qui est un peu crado, quoi, tu vois. Mais bon. D'ailleurs, Callahan, il sait ce qu'est la schizophrénie, parce que ça avait déjà été nommé à son époque, mais pour le pistolero, ce n'est pas ça, Mia est réelle. Le prêtre rappelle quand même qu'en confrontant d'état et au d'état, le problème s'est plus ou moins réglé la première fois. Sous-entendu, peut-être qu'il faut les confronter, mais il a quand même un conseil, garder le secret à tout prix. Roland parle de sa crainte, surtout que Mia emporte Susanna et meurt, et en fait, il n'a pas tant peur de la mort de Susanna que plutôt de la rupture du tête. Ouais, là, c'est encore un passage extrêmement dur où Ouais. t'as Callahan qui demande si ses compagnons savent quel homme il est, et l'autre, il répond Ouais. juste oui, oui. Oui, Ils le sont au savent, courant. ouais, ils sont au courant. Ouais, même l'inquiétude, il y a une vraie inquiétude, je trouve, de Callahan sur est-ce qu'ils savent quel risque ils prennent avec toi, quoi. Oui. Bah, en fait, là, il est presque en position de prêtre auprès duquel on se confesse et où du coup, il y a plus de filtre, il y a plus de, c'est plus un pistolero et c'est plus un prêtre, c'est vraiment une personne qui essaie de questionner le droit chemin et les bonnes décisions de la personne qui est en face de lui. Et Roland, vu qu'il a un truc où il s'en remet au cas, il est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus froid que ce qu'est capable d'entendre Callahan, où toutes les décisions dans la religion catholique sont quand même motivées par le fait de faire le bien pour aller au paradis. Roland, il est en mode, en fait, faire ce qui est nécessaire pour aller à la tour, et c'est pas forcément ce qu'on définit comme étant le bien.
Oui, carrément. Ouais. Ils sont pas sur le même chemin. Non. Et c'est pour ça que Callan n'est pas un pistolero. Donc sa demande à Callan, elle est simple. La demande de Roland à Callan est simple. Rosalita, avec tous ses remèdes, a-t-elle les épaules pour aider et avorter Susanna? Ce qui met en colère le catholique, Rosalita aussi l'est, mais le pistolero ne sait pas que l'avortement est un péché mortel, même si c'est a priori un démon. Roland s'en fout, il veut sauver la tour, l'univers, les univers, mais c'est non négociable. Le pistolero donne sa parole de ne jamais suggérer à Susanna de se faire avorter et de l'en empêcher si l'idée lui vient toute seule. Mais Callan doit aussi prendre sa part de responsabilité, surveiller Susanna, détecter des changements, si sa diction s'accélère ou si elle devient nerveuse, si elle se touche plus souvent le ventre, les signes de la présence de Mia. Roland, il fait cette promesse, mais quand même sous la menace de Callan. Je pense que c'est quand même important. Callan, il montre aussi que s'il y a encore la moindre idée, la moindre possibilité qu'il y ait un avortement, il fera se soulever toute la Cala contre les pistoleros, quelles que soient les conséquences. C'est foutu pour eux. Ouais, le passage, il n'a pas pris ça de lui-même. C'est vraiment l'affrontement de deux manières de penser, deux façons presque deux moralités, on pourrait dire. Et il se laisse pas faire, quoi. De deux autorités, même Callan, là, il a une espèce d'autorité naturelle en tant que prêtre et guide, en fait, les prêtres aussi, et les pasteurs, de façon générale, c'est aussi les guides c'est les bergers, en fait, c'est les bergers des agneaux, c'est littéralement ça l'image qu'on a dans la religion catholique. Exactement. Ouais, le passage, il est pas simple en vrai, à lire, en plus, avec le recul d'être en 2025, quoi, 2026, mais... Le passage de Callan, il est, ça le rend vraiment, je vais pas dire antipathique, mais presque connard, quoi. T'as vraiment envie de le. Il part de 0 à 200 d'un coup, quoi. Tu vois, en mode, tu peux pas, je me refuse à faire ça, c'est pas bien. Même l'argument de Roland de lui dire si ça sauve des milliers de vies. On n'est toujours pas OK, et il lui dit non, c'est même pas la question. Je dis, c'est la question, elle est presque là, en fait, dans la situation. Enfin, je suis pas en train de dire que ça devrait être le choix. Que ça devrait être un choix de voilà. Je suis pas en train de dire que c'est le choix de Pistolero ou de Callan. Ce que j'essaie de mettre en perspective, c'est la situation dans laquelle Mia/Susanna se trouve là. Il y a une question réelle de fin du monde, tu vois, de truc de si Mia prend position donc pour X et Y raison du corps de Susanna et que ça mène à quelque chose de grave, est-ce que avorter l'enfant pourrait être une solution pour X et Y raison? Je dirais, il y a vraiment une décision, il pourrait y avoir une décision de ce type-là si Susanna la prenait, en fait. Et t'as vraiment un truc de non, fin du monde. Nique-toi, en fait. Un, pas ta décision, et deux, en fait, nique-toi. Mais c'est marrant, en fait. Et en plus, c'est marrant parce que... Pardon, vas-y. Alors, je disais, c'est au-delà du fait que... en fait, c'est une question d'ordre général, parce qu'en effet, peut-être que la réponse sauverait le monde. Il y a aussi ce truc très fort qui est deux hommes sont en train de discuter de la décision d'une femme, et en plus, c'est même pas les deux hommes, aucun n'est son compagnon. Donc, tu es bon, les gars, écoutez, je discutais avec elle à un moment donné, je sais pas quoi. En plus, en disant ça, non, c'est Roland qui fait remarquer au pistolet. Roland qui fait remarquer à Callan que depuis qu'ils ont entamé cette conversation, il l'appelle plus Susanna, il l'appelle la femme. Oui, exact. Callan, que vraiment, elle est devenue presque, enfin pas un objet, mais vraiment juste un concept. C'est plus la personne, quoi. Oui, mais en fait, ils sont en train de se battre sur le concept même de mettre fin à une vie innocente, en fait. C'est plutôt ça qui met en perspective Callan. Et c'est ça qui est dommage dans ce passage, c'est que finalement, quand moi j'ai fini le passage, j'étais vraiment en mode Callan, tu peux aller crever, et Roland, en fait, ta gueule aussi, en fait. Tu vois, t'avais un truc de rejet pur. Alors qu'en vrai, le passage est intéressant pour ça. On parle plus. Enfin, il y a Roland qui est terre à terre as fuck, en mode. Je parle juste du cas en lequel on est là, en fait. On est dans une position de peut-être que cet enfant mettra fin au monde. Point. C'est la question que je suis en train de poser de est-ce qu'il y a des solutions éventuelles. Et t'as l'autre qui reste. Il parle pas de le faire à la place. Il parle pas de l'imposer à Susanna. Non, en plus, il lui dit si elle prend la décision elle-même, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois, genre. Et t'as le concept de Callan qui reste bloqué sur non, cette solution ne devrait même pas être envisageable parce que. Et en fait, t'as un truc de très buté d'un côté qui est un concept
clairement religieux et j'entends, mais là, son manque d'ouverture à Callahan est presque bizarre. En fait, c'est toujours un problème de mise en perspective dans ce genre de discussion. Le gars, il est mort, il est revenu à la vie, il est dans un autre monde, il voit des concepts, il a vu des concepts, vécu des choses qui sont au-delà de ce que sa religion lui autorise à comprendre, tu vois, ou à imaginer, ne serait-ce que ça. Le gars, il combat des vampires. Enfin, je dirais, à quel moment, tu vois, il y a un truc, tu te dis, à quel moment... Enfin, je sais pas, il y a un truc qui sort de ta religion à ce niveau-là, en fait. Avec le pouvoir de Dieu, tu vois, il s'est enfoncé aussi lui-même. Oui, d'accord. Ouais, j'entends. Okay. Il y a quand même le passage. Ok, il y a le passage des vampires. Il y a le côté de je voyage dans le multivers qui part au-delà du concept. Enfin, il y a un truc qui peut être tellement ouvert d'un coup sur le monde et sur les possibilités de création et de ce qu'il y a derrière. Je vais dire presque derrière le voile, quoi. Que le gars il reste bloqué sur un concept qui est extrêmement très humain, terre à terre, façon de parler, de religion pure, quoi, et qui se ferme à des possibilités externes de vie, de vision ou de compréhension ou de religion même, en disant non, en fait celle-là c'est la mienne. Et il y a toujours un truc qui me dérange et j'entends que ce soit le cas avec plein de personnes, hein, je critique pas. Il y a un truc qui me dérange dans cette façon. C'est comme quand on a eu la même chose avec les manies dans l'épisode d'avant. Hein. Oui, c'est la même problématique. C'est le même problématique. C'est le même aveuglement, l'application stricte d'une doctrine, ça qui vient de presque nulle part, en fait. Et tu vois, c'est comme quand il y a un truc qui me dérange dans ce manque d'ouverture d'esprit. C'est comme quand t'es dans, je sais pas, n'importe quel film de médiéval fantastique tu pourrais être dans Game of Thrones et les mecs qui disent ah non, mais la fin du monde avec cette magie, ça pourrait pas arriver. Mec! Tu vis dans un monde où il y a des putains de dragons qui viennent de renaître. Qu'est-ce que t'as pas compris que le monde il peut t'enculer du jour au lendemain? Je comprends pas pourquoi cette possibilité d'un coup devient impossible. Oui, pardon, j'étais très très insultant. Ce que je veux dire, c'est que à quel moment en fait t'as déjà un truc qui t'a surpris au point de bouleverser ton monde pur. T'as des dragons qui reviennent à la vie. Dans ce cas-là, à quel moment tu n'ouvres pas un peu plus tes chakras pour dire ok, il y a peut-être des choses que je comprends pas dans ce monde et on va peut-être essayer d'être un peu plus ouvert sur des possibilités qui me semblaient jusqu'à hier impossibles. Tu vois, je sais pas, c'est ça que je... C'est dur à comprendre, mais tu vois, c'est un mec qui voyage entre les mondes, justement, pour pas péter un câble, il se raccroche à ce qu'il connaît. Ouais, j'entends. Ça. Ouais. Donc il se trouve des excuses qui lui permettent de dire... Non, c'est Dieu, c'est bon, c'est Dieu. Sinon, j'entends. Mais du coup, c'est intéressant. C'est marrant de voir cette façon de voir se raccrocher à quelque chose et d'en être tellement accroché qu'on est buté sur une situation, quoi. En effet, je pense que c'est aussi l'idée pour King. Je pense que King, il peut pas faire un bon religieux sans quand même montrer les limites de la religion. Il l'a toujours fait. Et en général, les cathos purs et durs dans ses œuvres, c'est pas les gentils. Et du coup, là, vu qu'il fait un catho gentil qu'on aime bien et qu'on a envie d'intégrer au cathète, il se dit, mais regardez, en fait, ça reste quand même un catholique pur et dur avec les limites que ça représente. Et ça a 20 ans, hein. Les débats sur l'avortement aux États-Unis ou même dans certains pays occidentaux, on n'en était pas là où on en est aujourd'hui. C'était beaucoup plus acquis qu'aujourd'hui, l'avortement. Et là, c'est plus le cas. Mais il y a un truc qui fait plaisir à la fin de ce point-là. On pourra revenir dessus si on veut. Mais encore une fois, juste pour le passage juste après n'en parlez pas à Eddie, quoi, de cette discussion. Et pourquoi? Parce qu'il te mettrait une balle dans le crâne. Voilà. Et en effet, Roland, derrière cette discussion-là, son idée, c'est de faire en sorte que Susanna ne se retrouve plus seule quand Mia se présente. Parce qu'il sent bien que Mia va vouloir venir l'emporter ou en tout cas faire quelque chose. Donc, il confie la surveillance de Susanna à Callahan. Et pour l'arrivée des loups aussi, Roland, il a besoin de 3 hommes et de 3 femmes, sauf les femmes qui lanceront les plats, à qui il peut faire confiance. Alors le prêtre lui donne des noms, et parmi les noms, il n'y a surtout pas Andy, ouais. Et quand Callahan, en effet, Roland a une réflexion qui est vachement avancée pour l'époque. Alors certes, c'est 2005, moi je vous dis, c'est l'année où on passait mon bac. Je pense qu'aux États-Unis, pour un cadeau, c'est pas si simple. Surtout de faire cette remarque-là, écrite noir sur blanc.
En fait, Roland dit à Callan, votre homme Jésus m'a l'air d'un beau salopard en ce qui concerne les femmes. A-t-il jamais été marié? Et je crois qu'il y a une réponse de Callan en disant oui, mais à une putain. Oui. Et mais sa bonne amie, non, mais oui, sa bonne amie était une putain. Ok, ouais, c'est ça. C'est un bon début. C'est un début. Oui, c'est un début, c'est ça. Et là, tu vois, en effet, Zef, tu disais que toute cette partie-là, elle nous fait pas aimer Roland, mais la fin me réconcilie un petit peu quand même, tu vois. Ah non, Callan, pardon. Pour moi, c'est Callan la problématique là. Ah oui, ok, j'avais compris que Roland aussi. Ouais. Non, Roland, pour moi, là, il est plutôt, en fait, très terre à terre et c'est exactement le truc. Bah, c'est presque cartésien, quoi, tu vois. Il y a un truc de. En fait, je discute pas de ta religion, tu vois. Il y a un truc de ta religion, en fait, elle m'intéresse, elle me concerne pas là. Et en plus, il essaye de comprendre un tout petit peu, tu vois. Et ce qui est beaucoup pour Roland à ce niveau de compréhension religieux. Mais du coup, c'est Callan qui est difficile. Autant tu peux l'aimer pour ce qu'il a vécu avant et la difficulté qu'il a eue à travers le multivers et la vie dure qu'il a eue. Autant j'ai toujours du mal à justifier ce genre de position. Et voilà. Mais j'aime beaucoup le passage d'avant où Roland lui dit ta gueule, en fait, maintenant je vais parler, et s'il arrive un truc de mal à Susanna à cause de ce bébé, en fait, je t'en tiens pour responsable, mec. Je trouve ça incroyable. Eddie rejoint Roland, il ne lui a pas encore raconté l'histoire du grand-père et les 19 mots qui, pour nous, ne sont toujours pas révélés. Ces 19 mots déstabilisent aussi le pistolero, illuminant les yeux de Roland qui s'exclame en triomphe, après avoir compris pourquoi les chevaux sont gris. Ouais. J'aime beaucoup ce passage, il y a pas un côté un peu brotitude entre Roland et Eddie, je trouve ça trop cool. Oui, le côté je sens un truc qui va te faire plaisir. On apprend qu'il y a plusieurs significations au seul mot Komala. Variété de rire, relations sexuelles, orgasme, et qu'il est aussi usité dans beaucoup d'expressions et connotations sexuelles, la liste des usages est infinie. En fait, ce sont des schtroumpfs. C'est ça. C'est précisément ça. En tout cas, au fur et à mesure du temps qui passe, les habitants semblent se rallier au pistolero. Jack ne sait pas trop pourquoi il passe toujours autant de temps avec les Slackmine à juste observer alors qu'il passe ses journées à jouer. Roland interroge Susanna si elle a déjà eu l'idée d'avorter et lui dit que de toute façon, c'est même pas envisageable. C'est comme ça, c'est le cas. Et finalement, il lui en parle directement, quoi. Il attend même pas qu'elle ait l'idée, qu'elle en discute avec Eddie ou quoi. Il vient la confronter direct sur le sujet. Ouais. Il y a deux passages que j'adore. C'est le Roland qui essaye de jouer les papas avec Jack en disant « Mais non, mais t'as besoin de t'amuser, t'as besoin d'avoir des amis, va chez eux, va t'amuser. » Je trouve ça trop mignon. Et parce qu'il le fait. Grosses arrière-pensées. Non. Ouais, déjà et parce qu'en plus il le fait mal. Oui, mais il essaye. Je pense qu'il y a une partie de lui est sincère là-dedans, de toute façon. Oui, parce que c'est peu après. En fait, il a envie d'y croire. Oui, mais en plus, on est vraiment sur le début du chemin de Jack qui va l'appeler. Putain, Jack, j'arrive pas à le. Jack qui va l'appeler papa, tu vois. Ouais. Enfin, papa, où il va dire que c'est son père, ou je sais plus comment il le tourne, mais c'est pas loin de là, en fait. C'est le tome suivant, éventuellement, Maxi. Ouais. De toute façon, parce qu'après, Jack, il meurt. Il meurt, de toute façon. J'exagère, c'est plus loin. Mais oui, effectivement, t'as un peu cette façon de le tourner, en fait, qui est assez intéressant. Et je voulais dire autre chose, pardon. La vieille blague, le caca. Ah, il le refait. Ouais, en fait, justement, quand il dit oublie-la, pas d'avortement, t'as une raison particulière de dire ça. Le cas, dit Roland, caca, renchérit Eddie, et en fait, il y a marqué c'est une vieille blague, pourtant elle les fait rire tous les trois. Roland fut ravi de rire avec eux. Il y a un truc très. En fait, comme ils sont confrontés à la Cala, entre guillemets, ça les renforce un peu dans leur lien, tu vois, d'être ensemble à ce niveau-là, en fait. Ouais, ça les soude, tout ça, mine de rien. Ouais. Et donc, sur cette conversation d'avortement, tout ça, Susanna, elle est de toute façon pas ouverte à discuter de Mia ou de sa grossesse. Mais une semaine après tout ça, elle invite tous les pistoleros chez les Jaffords pour un dîner où ils constatent que le plan de Roland avec les lancers d'assiettes n'est pas du tout un secret dans la Cala. Ce qui n'a rien d'étonnant, hein, c'est une petite ville, voire un village, donc ça discute. Et Susanna s'est confectionné un harnais qui tient 2 pochettes pour mettre et dégainer des assiettes.
Zalia a dessiné une tête de loup à échelle humaine, donc plus petite qu'en taille réelle, qui sert de cible aux lanceuses d'assiettes. Susanna fait une démonstration en lançant plusieurs jeux de 2 plats avec force. Et on comprend plus tard que c'est la seule à réussir à faire des lancers à 2 mains comme ça, en chopant, je pense vraiment, en croisant les mains sur ses hanches et en les chopant de chaque côté. C'est une lanceuse hors pair comme si on pouvait en douter. Moi, j'ai pas douté une seule seconde que Susanna, elle allait battre tout le monde en juste une semaine d'apprentissage. Bien sûr. J'ai fini le point 5. Est-ce que vous avez un truc à dire avant que Non. que j'avance trop? J'ai trop kiffé le passage de lancer de trucs et de la façon dont ça se passe. Mais, ouais. Et en fait, à chaque fois que les femmes elles lancent, il y a une espèce de doute de la part des femmes qui est même pas relou à lire parce que de toute façon, et à l'époque et dans la construction sociale, les femmes on les fait douter d'elles-mêmes dès qu'elles entreprennent quelque chose. Surtout là, genre pour quand même prendre les armes face au loup, ce qui est plutôt un truc d'homme à la base. Et il y a aussi une espèce de fierté générale, que ça soit de la part des maris, des femmes entre elles, des pistoleros et tout. Et tous ces passages-là, ils sont vraiment chouettes. Ouais. En termes aussi de, tu vois, on parlait que le cathète se soude, mais on sent aussi que la communauté est en train de se souder. Et c'est hyper important. Donc Susanna, elle réussit tellement bien ses lancers qu'elle se demande si elle ne va pas abandonner complètement les pistolets pour la bataille avec les loups. En tout cas, ils ne manqueront pas de plats puisqu'il y en a des centaines pour l'entraînement. Toutes les lanceuses sont douées, des potentielles tueuses à qui Susanna pourrait même apprendre quelques trucs. Pendant qu'ils discutent, Jake pense à Andy, qui ne sait pas s'occuper d'un bébé, au père de Benny, le seul à la cala avec des lunettes, qui a discuté une nuit avec Andy avant de partir à pied en direction de Tonnefoudre. Jake sait que son histoire qu'il a inventée à propos de ses lunettes est fausse, et ses histoires concernant Slightman inquiètent Jake. Ça et l'idée de causer des ennuis au père d'un ami. Ouais, il y a le passage avec Andy que je trouvais assez intéressant sur le côté... il a plein de fonctions, il sait faire des choses, mais il sait pas un parent, effectivement. Il est juste dans la nécessité des choses. Et en fait, il y a un film sur Netflix qui est un peu sur la même base d'une nana qui est élevée par une intelligence artificielle, mais qui a pas de côté... qui est très basique aussi, en fait. Elle lui apprend les choses comme elle devrait apprendre les choses, mais il n'y a pas d'affection, il y a juste un robot, en fait. Du coup, je me disais que c'est... j'ai pensé à ça, je sais plus lequel c'est, d'ailleurs. Ça doit pas être un bon film. Je suis en train de chercher. Mama, c'est un vieux film? Non, Mama, c'est un film d'horreur. One eternity later. C'est pas Anna? H-A-2-N-A-H, un truc comme ça? H-A-2-N-A-H... Je sais pas. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Anna Montana, mais... je crois pas que non, Anna, c'est une tueuse. C'est un film avec une tueuse. Bon, il y avait rien d'intéressant. Je suis désolé, je vais perdre du temps. Non, c'était pour avoir la ref au cas où, mais s'il y a des gens en commentaire qui ont cette ref-là, n'hésitez pas à venir nous la dire. On serait content de la repréciser au prochain épisode. Et du coup, je sais quoi. Ouais, j'aimais bien ce qui m'a amené juste à la réflexion de Jack, qui est comme assez intelligent et très minutieux sur sa réflexion et sur comment il construit sa réflexion, en tout cas. Oui, et je trouve qu'il est... En fait, il pourrait juste profiter de son été, comme lui dit Roland, profiter de son ami et tout. Après, en effet, il a vu Mia et il a vu le père Slightman, donc ça l'a aussi un peu ramené à la réalité. Mais il est très engagé dans son rôle de pistolero, et son rôle de pistolero, c'est aussi pour lui, en fait, une copie du rôle de fils par rapport à Roland. C'est-à-dire, être un fils pour Roland, c'est être un bon pistolero, et du coup, c'est faire attention, continuer à observer, avoir vraiment une vraie utilité et comprendre qu'est-ce qu'il fout chez les Slightman, parce qu'en fait, lui, il est pas là juste pour s'amuser, quoi. Même s'il en profite, il culpabilise d'être là pour s'amuser. Oui, effectivement, il y a ce truc il a envie de rendre fier Roland, donc il fait ce qu'il faut pour ça. Mais aussi, il y a pour une fois un adulte qui est proche d'être le plus proche de ce qu'on pourrait être d'un père. Pour lui, en tout cas, qui fait attention à lui, qui a envie de lui apprendre des choses. Donc, effectivement, il y a un retour correct. 2 jours plus tard, Eisenhardt veut parler à Roland, et là, on a un point chapeau parce qu'il en porte un, et on nous précise même qu'il lui a été donné par Overholser. Oui, parce qu'il a un beau chapeau. Oui. Donc l'homme est venu lui dire que quand le moment sera venu, il le suivra. Il lui dira si fait au conseil. Et Roland est profondément touché par cet engagement envers lui, et parce et à son grand regret, il se dit que son cœur s'est agrandi. On est vraiment sur la partie où Roland est en train d'évoluer, et je pense que c'est
un des points décisifs. Si on se dit qu'à chaque cycle, en fait, il y a des choses qui changent dans son comportement, qu'à chaque cycle, il apprend pour réussir à prendre les bonnes décisions et les bons chemins pour l'amener à la tour. Je pense que ce qui se passe à la Kala et sa capacité ou pas à s'ouvrir aux autres et à faire du soft power en compagnie de son cathète ou pas, tous ces trucs-là, c'est des game changers pour moi. Ouais. Mais Took et Overholser, eux, ne se joindront pas à eux. Eisenhart est avec Roland parce que sa femme, qui veut partir en chasse, est avec lui. Mais si elle meurt, le pistolero quittera la Kala avec une malédiction. C'est là où il lui dit c'est l'homme qui doit mener la femme. Ouais. Mais c'est ok. Ok. Va C'est crever. Ok. Non, dans ce contexte-là, ça passe. Tu comprends la culture, tu comprends l'époque. Moi, je lui pardonne. Bah, c'est toujours un peu délicat. Ouais, je vais pas rentrer dans le débat. Je dis je pardonne à King, après forcément moi j'ai l'impression que tout ce que je lis, tout ce que je vois est de toute façon de cette mouture-là. Après là c'est un peu plus mis en avant, mis en exergue, mais par contre je critique pas King dans la façon de le faire, il fait un truc qui est pas assez pareil logique dans ce contexte d'habitation en fait. Ouais. Ah, oui, bien sûr. Mais je pense que dans ce contexte-là, c'est presque progressiste de la part de Eisenhart de dire ok je suis ma femme et de pas empêcher sa femme de faire ça, tu vois. Après il y a ce côté où du coup j'ai l'impression de donner un bon point à quelqu'un qui a le comportement qu'il faut et du coup c'est un peu pénible, tu vois, mais je me dis, je pense que c'est probablement le plus ouvert d'entre tous, quand bien même de notre point de vue il l'est pas vraiment. Je peux pas cautionner ça. je comprends. Je cautionne pas. En fait c'est vraiment le truc, tu sais, c'est un peu le truc du merde en classe ou même avec les parents qui t'as un enfant terrible et en fait pour une fois il fait un bon truc donc tu vas le récompenser et t'as envie de dire moi je fais les choses comme il faut tout le temps mais par contre on me loupe pas quand je fais une connerie quoi. Et du coup ça me cette injustice ça me rend ma boule et du coup là c'est un peu ça et j'aime pas trop. J'ai pas cette impression là. Moi j'ai vraiment l'impression on nous montre aussi comment peut-être la Kala est en train de s'ouvrir, tu vois, et de montrer le plus déconstruit d'entre eux. Il est pas assez déconstruit mais il commence à faire son bonhomme de chemin parce que les gens commencent à réaliser que les femmes peuvent autant se battre que les hommes, tu vois. Oui. Ouais. Mais c'est un peu ce truc de du coup, on lui pardonne un peu plus d'être comme il est parce qu'on considère son bon côté qu'il est en train de développer. Après, on n'a pas besoin de lui pardonner quoi que ce soit. Eisenhart, c'est pas un mauvais gars, tu vois. C'est pas Overholser. Non. Pour moi, le sujet, il est là. C'est que tu dis, ok, c'est un gars lambda qui, lui, a fait un effort de réflexion que les autres n'ont pas fait. Mais du coup, en fait, on n'est pas en train de dire, oui, mais bon, d'accord, il a battu son enfant, mais regarde, il laisse sa femme se battre. On n'est pas là-dessus, tu vois. On n'est pas en train de... En fait, on n'a rien à lui pardonner. On montre juste que lui, il est peut-être un peu plus avancé que les autres. Et on n'excuse pas bien sûr, les autres, tu vois, mais... Non, mais j'extrapole un tout petit peu ce côté... Il n'y a pas à lui pardonner, je suis d'accord. Mais comme on lui accorde un crédit sur un truc qui devrait être, de notre point de vue de personne de 2026, un peu plus normal, c'est ça que j'apporte. Surtout que contrairement à un commentaire qu'on a reçu, moi, alors j'ai hâte que la personne qui a dit « Ah bah vous, contrairement au roi Steven, vous n'êtes pas des wokistes ». Alors le gars a mis ça sur je crois, l'épisode 4. Donc clairement, il n'est pas arrivé à certains moments où on a eu des discours plutôt de gauche, on va pas se mentir. Il a déjà arrêté d'écouter. C'est très assumé. Moi, j'ai hâte qu'il arrive ici et qu'il entende ce qu'on vient de dire et le débat qu'on a sur Eisenhart et à quel point on accepte ou pas que c'est ok en fonction de quel point de vue on a, et tout le discours qu'on a eu sur l'avortement avant. Je veux vraiment bienvenue dans ce podcast de woke, n'est-ce pas? De gauchias. Ouais, bien assumé. Donc ce jour-là, c'est aussi le jour de démonstration, voire de concours, de lancer de plats, et tout le monde ne fait pas mouche. C'est Rosalita qui fait les meilleurs lancers et Roland lui promet un jar à long cou la nuit venue. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais, l'image est vraiment... Crado. C'est crado, ouais. C'est même plus un clin d'œil, là. Je sais pas en VO si on est vraiment sur la... Parce que là, c'est très imagé, en fait. C'est ça qui fait que c'est crado, c'est que c'est même pas un peu subtil, tu vois. C'est une jarre à long cou. Je sais pas si c'est une vraie expression utilisée en France ou c'est le traducteur, il s'est lâché. Je pense qu'il s'est lâché. Hein. C'est quoi, partie 3 Oui. Partie 3, chapitre 1, on est à passage 8. Toute fin du passage 8.
One eternity Might be later. able to find a certain long-necked gander, G-A-N-D-E-R, je sais pas Ouais, ce que c'est ça, c'est un genre. for Ouais. her comme evening, donc c'est exactement ça. Ok. Wink wink. Ah. Vraiment, Ouais, il c'est est, ok, c'est sa meuf, il fait le black qui veut, c'est ok. il est insociable. Le soir venu, Jake souhaite rentrer au ranch avec une des armes à feu et son cathète lui fait confiance pour ne tuer personne et régler rapidement le problème qu'il y a à régler. Le petit Jake n'est plus un enfant, mais bel et bien un pistolero. Il a 6 jours devant lui, date à laquelle Roland convoquera le conseil pour organiser la défense face aux loups qui seront là dans 10 jours. Eddie, lui, de son côté, il a besoin d'aller à New York pour savoir où ils en sont par rapport au 15 juillet, parce que, on nous réexplique, la dernière fois c'était le 2 juin, et ce monde n'est pas comme les autres, on ne peut pas remonter dans le temps. Eddie évoque même, alors je sais pas si c'est la première fois ou pas, mais je me souviens pas de l'avoir déjà lu, je sais qu'on l'a déjà dit, la notion de monde clé. Eddie, là, il en parle Non, noir je sur pense que blanc. Pour moi, c'est la première mention. On est d'accord. Nous, on en avait parlé parce que dans tout ce que tu as lu, Zef, de concordance et tout, on nous a rappelé que le monde où ils avaient voyagé, c'était le monde clé. Mais là, Eddie, pour la première fois, il le dit tel quel. Dis-moi. Pardon, non, j'ai loupé sur les passages 8, je m'excuse, parce que du coup, Non, t'inquiète, pas de souci. Juste les deux trucs qui sont intéressants sur le passage 8, mais qui foreshadow un peu ce qui va arriver sur les loups, Ouais. c'est que quand chacune des femmes trancha sa vivrave en deux à 30, puis 40, 50 mètres, et en fait, ils expliquent, frappez la tête aussi haut que vous pouvez dans la capuche. Si vous frappez trop bas, ça servira à rien. Ouais. Et t'as Rosalita qui dit à cause de l'armure, et lui, Roland il dit ouais c'est ça, pas vraiment. Et juste après t'as Eddie qui place sur les têtes de Vivrave un tout petit radis, Ah. et ils disent coupez le radis. Ah, j'avais pas fait le rapprochement. Et du coup je me suis dit ah putain, Oui, c'est parce qu'ils déjà- ont une petite antenne, c'est ça? ouais, c'est l'antenne qu'ils vont couper sur la tête, Mmh. et ce petit radis là en fait. Et du coup j'étais en mode Chapeau. ah putain, ça foreshadow le truc de ouf, c'est trop marrant. Oui, parce que Et voilà. Eddie et Roland, en fait, on est d'accord que les 19 mots que nous on n'a toujours pas, c'est pour dire que c'est des robots. Ça, on est d'accord. Et du Oui, coup, je Ça a sais pas, été robot, exactement. ouais, c'est plus lourd que ça, mais oui. c'est peut-être que ça fait 19 lettres. Ça marche quand même. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire? Que du coup, en fait, les robots qu'on a vus jusque-là, ou alors ils se disent que c'est des genres de chardis qui ont probablement une antenne sur la tête, et donc du coup, au cas où, on va les entraîner à tirer sur la tête. Ouais, L'idée, c'est ça, d'accord. quoi. Ah, trop fort. Putain, Oui, je c'est l'avais même pas vu, ça. Eddie, je crois qu'il a cette petite antenne sur la tête ou un truc comme ça. Parce que tu vois, moi je m'étais Non. dit, ah oui, ils s'entraînent vraiment à faire des trucs très très précis pour. Ah, tu vois. Andy, tu veux dire. T'as dit Andy, oui, pardon. Ah, Andy. J'ai dit Andy. Ouais, T'as dit Andy. Eddie. Eddie, il a un petit chapeau. Et Eddie, il obsède mes rêves et mes pensées, je peux rien y faire. Ouais, Mais, bah, genre, ça commence à se voir un peu. ouais, c'est pas que ça commence à se voir là. C'est de l'amour, hein, c'est mon prochain tatou. Hein. C'est de notoriété publique. J'ai réécouté, je suis en train de réécouter, voilà, je suis à la fin du. J'ai écouté la fin de Blaine, le début du Wizard and Glasses. Et quand Eddie flingue Blaine, et vraiment. Les En chills anglais, de ouais. ouf, tellement cool. Ouais. Tellement cool, Eddie, franchement. Meilleur perso, je sais pas si vous savez. Et donc du coup, un commentaire sur le fait que Eddie parle pour la première fois de monde clé. Oui. Merci, Zef. Quelque chose dans la semaine qui vient. Pardon, du coup, je reviens, on est au passage 9. Ouais, on est au passage 9. Non, monde clé, j'avais pas tilté que c'était peut-être la première fois, effectivement. J'avais pas tilté. Ok. Bon, en tout cas, c'est Eddie qui le mentionne en premier. Mais Eddie, il apporte beaucoup de choses sur ces notions-là. Hein. Je pense que sans lui, tout le monde Oui, sera un Il y a peu des perdu. intuitions, hein. il y a Oui, de oui. bonnes intuitions. Incroyable. Si vous voyez son sourire d'amoureux. Non, mais Il est effectivement, je complètement disais, gaga, là. Vraiment, on l'arrête plus. il y a Eddie qui effectivement explique que le problème doit être, enfin, qu'il doit aller visiter le truc et ça doit être fait dans la semaine parce que sans ça, il y a une tension qui va pas. Mais on connaît le début des intuitions d'Eddie pour le coup. Et juste après, il dit ouais, depuis qu'on y est tous allés à Adash, on sait que le temps s'accélère dans cette version de New York 77. Vous vous rappelez la date du numéro d'un numéro, machin et tout. Et en fait, effectivement, c'est pas tant que. Ouais, je crois que King, il se facilite un peu le truc, mais je crois qu'il y a un autre passage qui va contredire ça
il dit pas que le temps passe pas de la même façon, il dit que ça s'accélère un tout petit peu. Ouais. Tu vois, du coup, il se prévoit bon, j'ai pas à calculer, à faire un ratio de 1 heure égale quelque chose chez eux, tu vois. C'est marrant. Et donc, en fait, Eddie, il a besoin d'aller à New York, mais il n'a pas besoin d'y aller en voyage Vaadash. Ça suffira pas pour ce qu'il veut faire. En tout cas, ça pourrait suffire pour connaître la date, mais ils se sont trompés à propos du terrain vague. En fait, il a une idée. Il confirme ce qu'on avait déduit quand on se posait 1000 questions sur mais pourquoi Kelvin Tower, machin, il garde le terrain vague. On a passé beaucoup de temps là-dessus. En fait, Tower, il a gardé le terrain comme Callahan a gardé la boule noire, c'est-à-dire qu'il attendait de pouvoir le donner au bon cathète. Ouais. Et donc, finalement, ils n'auront peut-être pas besoin de tout l'argent de Susanna. Eddie, lui, ce qu'il veut, c'est aller voir Tower pour récupérer le terrain, s'occuper de Balazar au passage, et il veut faire ça rapidement parce qu'en fait, il est obsédé par le fait de pas savoir quelle date c'est de l'autre côté. Donc, il veut s'en occuper maintenant, vu que Jack, il a un délai de 6 jours pour s'occuper de ce qui se passe chez les Slightman. En fait, c'est le créneau pour Eddie aussi de se dire, OK, en fait, il y a le sujet qui a à régler, j'ai une idée, on va le régler beaucoup plus tôt avant le 15 juillet, je vais y aller, on va s'en occuper. Donc, Roland est d'accord avec cette idée-là, parce qu'il trouve que son idée est bonne, évidemment, et ils iront demain dans la grotte avec la boule noire pour ouvrir la porte. Ouais, quand tu dis à Roland qu'il faut agir, non mais on n'attend pas, on y va. Quoi. Ouais. Oui, clairement. Et alors, je sais pas pourquoi Eddie l'appelle Suzelia. Suzy est là. Ah ouais? Ouais, en fait, passage 10. Eddie repense à sa façon, donc Callahan, machin et tout. Donc, effectivement, il voulait qu'on l'en débarrasse, mais pas avant d'avoir trouvé le bon acquéreur ou le bon cathète. Et après, il dit Suzy est là. Tu ne peux pas y aller toi parce que tu es enceinte, reprit Eddie. Jack, tu ne peux pas y aller parce que tu n'es qu'un gosse, blabla. Et en fait, j'ai fait what the fuck. Et du coup, j'ai regardé en VO, c'est effectivement ce qui est marqué. Je sais pas. Suzy C'est est la là. première. C'est un petit surnom affectif qu'il n'utilisera jamais plus. Voilà. Probablement un peu chelou. Et juste après, elle dit si on est toujours en vie, ajouta Susanna. Mais elle aussi avait l'air excitée. Et elle dit tu sais quoi, Eddie, peut-être que tu es un génie. Et c'est le cas. Le K1 ou le K Voilà, vous avez vu la blague. J'avais pas vu la tête que tu faisais, donc j'avais pas vu que c'était volontaire. J'étais en train de chercher Suzy là. Mais il n'y a pas. Je pense qu'en effet, c'est un petit sobriquet en rapport avec son nom, rien de plus. Oui, sûrement. Mais oui, c'est pas une coquille. Chapitre 2. Le Dogan, première partie. Dogan ou Dogan, comment vous l'avez lu, vous? Dogan, Ouais. je dis en anglaise. Complètement Dogan. Ok. Il y a des mots comme ça où des fois tu le dis à la française, d'autres à l'anglaise. Ça dépend comment ça sonne à l'oreille. Le lendemain matin, le cathète vient récupérer la boule bourdonnante et la mettre dans le sac de bowling de l'entre-deux-quilles. Et le temps de la manœuvre, personne n'a le droit de parler. Tout le monde est aussi tendu que si c'était une bombe prête à exploser. Et c'est un peu le cas d'une certaine façon. Est-ce qu'on a relevé l'état du sac de bowling? Non, je sais plus. Si, donc il dit, il voulait visiblement éviter que la boîte tirât de tout son poids sur le cordon du sac si solide qu'il parut. Si nous étions Vaadash, quand nous avons trouvé ce sac, comment se fait-il qu'on ait pu le ramasser? Demandait Eddie. Ouais. Roland réfléchit à la question. Peut-être que le sac est Vaadash lui aussi, finit-il par répondre. Il l'est toujours? Demandait Eddie. Et Roland dit, oui, je le crois. Et en fait, du coup, c'est-à-dire que le sac est à la fois là, mais pas vraiment. C'est le sac de Schrödinger. Parce qu'il est Vaadash, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il vient de New York. Ouais. Il a été transporté par le cathète de New York vers la Kala. Donc en fait, le sac, il est toujours dans un état de Vaadash. C'est marrant. En fait, du coup, c'est pas juste une action, c'est un état de Vaadash, tu vois. Marrant. Ouais, c'est marrant. Mais est-ce que ça veut dire qu'à tout moment, il peut repartir de l'autre côté de lui-même, genre il peut disparaître? Je pense pas, mais c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Il est 10h, ça tape fort et ça grimpe sévère pour aller jusqu'à la porte. Le trajet est l'occasion pour Roland de montrer à Eddie où il souhaite cacher les gosses pendant l'attaque des loups et de lui dire aussi que ce n'est pas vraiment ce qu'il a l'intention de faire. Il fait croire ça parce qu'il pense que l'emplacement des enfants est révélé par une taupe en interne. Eddie pense à une personne différente à chaque fois, un truc qui se passe de génération en génération. Et moi, à ce moment-là, la taupe,
pour moi, c'est Andy. Je sais plus exactement quel est le rôle de Andy là-dedans, mais on sait que en fait on a au moins une taupe qui se révèle un peu plus tard dans ce chapitre-là. C'était pas celle que je pensais. Alors qu'il y avait un gros indice dessus au chapitre d'avant, mais bon, tant pis. Ouais. Ah, ils te font, c'était pas très subtil dis donc, c'est bizarre, il a des lunettes. Bah, en vrai, c'est malin, hein, je trouve, parce que personne ne remarque ce truc. Ouais. Ah oui, non, par contre, le fait qu'il l'ait remarqué, c'est très malin. Le fait que King nous dise dis donc, Slightman, il a des lunettes. Oui, à partir de ce moment-là, vraiment, on se doute que il est de mèche avec la Sombra Corp, mais du coup, pour moi, il n'était pas à ce point engagé, tu vois. Après, on n'a pas tous les détails encore, et je sais plus du tout quels sont les détails, mais pour moi, c'était Andy qui fomentait tout, et puis il avait réussi à faire marcher Slightman pour une raison ou pour une autre avec lui, mais ça on reverra plus tard. Je ne plus non plus. Je suis pas sûr. J'ai pas un mauvais souvenir d'Andy. Oh, c'est un connard, Andy. Oui, moi j'ai un souvenir qu'il le dégomme parce qu'en fait il a pété les plombs et qu'il faut le dégommer quoi. Ouais, il le tabasse en mode de toute façon il est faux cul de ouf en fait. Mais ma première lecture, moi je me sens que je suis vraiment surpris de Slightman en mode waouh, c'est lui en fait. Ouais, OK. C'est vraiment je le voyais pas venir quoi, tu vois. Ou pas à ce point en fait. Je pense que c'était ça surtout, de dire ok, peut-être qu'il a un peu trahi pour essayer d'avoir des faveurs, s'arranger des choses et tout, comme un peu je sais pas Grand Poil si t'as vu la série The Beast in Me sur Netflix, de se dire bah en fait t'as une agent du FBI qui est un peu avec les mafieux parce qu'elle a pas d'autre choix pour essayer de s'en sortir sur un truc. Elle a un peu le cul entre deux chaises, tu vois. Et là, tu te dis, c'est un peu ça, de dire, probablement, il a dû sauver le cul à sa famille pour quelque chose à un moment donné, ou essayer de mettre ses enfants à l'abri. Et donc, il a fait un pacte avec Andy, qui pour moi, Andy était le grand méchant. Mais moi, j'ai encore ça en tête à ce moment-là, alors que je l'ai lu 2 fois et que j'arrive pas à me souvenir de ce qui se passe exactement. Ouais, je sais plus. Il y avait pas un truc de protéger son enfant ou un truc comme ça, je crois. Si, il me semble que c'est ça. Hein. Mais ouais, on verra. De toute façon, il nous reste 2 épisodes. Je vous disais, avant qu'on enregistre, qu'il reste pas tant que ça de pages et tellement de choses encore à révéler que la fin est chargée. Ouais. Sans compter l'épisode qu'on est en train d'enregistrer, il reste 2 épisodes sur ce tome-là. Donc, pas tant que ça, il reste quasi 200 pages. Hein. Écrit tout petit. C'est 3 fois rien. Écrit tout petit, Grand Poil. Vraiment, c'est tout petit. Je viens de me taper 9000 pages, je peux vous assurer, 200 pages, c'est rien. Oh, ça va, les fans de Brandon Sanderson, là. Ah, d'ailleurs, j'ai jeu de rôle maintenant. Tu l'avais commandé ? Je l'ai eu, je l'ai reçu. Dans la grotte, Eddie doit affronter la voix de plusieurs fantômes du passé, dont son frère, mais Roland lui explique qu'il n'y a pas à s'en soucier et comment ça va marcher. Il va penser fort à quand et où il veut aller, puis Roland va ouvrir la boîte qui contient la boule, et quand Eddie ouvrira la porte, il pourra aller jusqu'à New York. Il est a priori plutôt pas trop débraillé pour débarquer de nulle part en pleine rue à New York sans se faire trop remarquer. Il noue quand même ses cheveux grâce à une lanière de cuir que Roland trouve dans son sac à malice. Et c'est drôle parce que je vois pas Eddie les cheveux longs, mais parce qu'en fait, sur aucune des illustrations qu'on a dans ces livres-là et tout, il a les cheveux longs. Et donc, du coup, je me suis dit, ah putain, mais oui, en fait, c'est le rebelle, le mec, il a les cheveux longs. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'il dit qu'il a une tête de hippie. Hein. Tu vois, limite, je le vois avec le manteau en cuir avec les franges de partout. Oui. Alors, un peu de respect, mec. Vraiment un peu de respect, quoi. Et c'est cool, le manteau en cuir avec les franges. Non, le rebelle, il avait ça, il avait l'air il était trop cool. Alors, le rebelle avait pas ça, il avait un long cache-poussière noir. Vraiment, on manque de respect, là. Mais, non, mais effectivement, ouais, les cheveux longs, je le voyais pas du tout pareil. Je voyais plutôt les cheveux courts. Parce que je cherche les illustrations. Tu vois, à ce compte-là, Roland, il doit avoir les cheveux longs aussi, probablement. À un moment, il nous parle de se couper les cheveux. Ah, pour moi, Roland, il se coupe les cheveux seul et il se rase tout seul. Oui. Se raser, ouais, ça, je le vois bien avec son couteau, son couteau de l'enfer. Mais je le vois bien se couper les cheveux régulièrement, tu vois, avec son couteau un peu à l'arrache. Mais comme c'est sous son chapeau, on voit pas. Si on cherche les illustrations qui sont dans ce livre-là, Roland... On voit pas souvent Eddie, quand même, hein, dans les illustrations. Quoi ? Dans les illustrations, on voit pas souvent Eddie. Oui, mais là, on le voit, il a les cheveux longs, mais c'est marrant parce que Eddie, il a l'air plus vieux que Roland. Roland, c'est celui tout en jean avec les cheveux courts parce qu'on le voit faire la danse
à la Kala. Et en fait, après, on voit Eddie qui shoot Andy, et en effet, il a les cheveux longs. Mais il a l'air plus vieux, c'est un peu chelou. J'aime pas trop Ouais, cette les illustration-là. illus, elles sont pas incroyables. Moi, j'aime pas le style. Ça fait vraiment vieux western. Enfin, ouais, vieux western, je sais pas comment dire. Ouais. Vieille BD de western, quoi. Ouais. Comment ça s'appelait Hakim. Je crois que ça en France, il y avait des trucs comme ça. Les BD sur du vieux papier que tu trouvais en maison de la presse. Alors que là, c'est... Attends, qui a... C'est qui, les- Wrightson. Non, attends, je cherche les illustrations de cet homme-là. Wrightson. Ah putain, c'est Le Bernie mec qui les a Wrightson, ouais, ok. Ouais. Ouais. Gros illustrateur, hein. Ah ouais? Ouais. Je connais pas. Des comics de ouf. Il a fait un Frankenstein illustré. ouais. Il a pas fait du Creepshow aussi? C'était pas lui? Probablement. Ouais. Probablement. Ce serait pas étonnant, C'est le hein, style. clairement, vu le Ouais, style. oui. Le pistolero vide le sac, charge un de ses pistolets, le met dans le sac et le donne à Eddie, qui d'abord refuse, il pourrait se le faire voler, mais roulant a une intuition. Eddie se replonge dans un souvenir, et quand il sent qu'il est prêt, fait signe à Roland qui ouvre la boîte. Le bruit est insupportable, ses yeux en pleurent, mais la porte s'ouvre et la grotte est soudain illuminée par la lumière du soleil. Je suis pas revenue sur le souvenir d'Eddie, qui fait, je pense, 2 pages, mais qui est un truc que sait faire très bien King. En fait, t'as juste l'impression que King est devant son bureau, et qu'il se rappelle un moment qu'il a aimé dans sa vie, et qu'il le raconte, tu vois. Ouais, j'avais envie de le mettre. Ah, il fallait que je le mette là. C'est bon. Ouais, mais en fait, incroyable. t'y es avec lui. Et vraiment, en fait, t'es devant la porte avec Eddie, main dans la main avec lui. Et en fait, c'est presque de l'hypnose à ce stade-là. Moi, j'ai fait de l'hypnothérapie et j'avais l'impression que c'était ça. Tu vois, ce truc où tu fermes les yeux, on te dit où tu es et tu vois le truc, tu le visualises. Là, c'est les 2 pages, t'es avec Eddie, tu sens le vent, tu sens les odeurs. C'est superbe, quoi. Ouais, clairement. Eddie ouvre la porte en grand, sans les effluves d'essence et d'après-rasage, et passe la porte sous un soleil éblouissant. C'est la fin de la journée à New York et personne ne prête attention à lui. La porte derrière lui est toujours là, il voit même Roland se mettre des balles dans les oreilles. Eddie avance et la porte le suit. Ouais. En vrai, franchement, je respecte la force mentale de Roland pour ouais. tout ce passage qui doit être l'enfer. Ouais, on va Mais nous décrire bientôt vraiment des tortures pour lui. Ouais. Il n'a pas la même impression d'obscurité comme quand il est Vaadash. Et il peut même bousculer des gens. Après renseignement, il apprend qu'aujourd'hui, c'est le jeudi 23 juin 1977. Plus que 3 semaines avant de conclure son marché, et alors qu'Eddie y pense, il voit la voiture de Balazar, et il n'a jamais été aussi heureux d'avoir un revolver chargé. Putain, je me souvenais pas du tout de ce qui allait arriver. Ah ouais. J'étais tellement Ouais, content de le pareil. lire. Moi, j'adore, on y reviendra, je pense que tu pourras en revenir en long, en large, en travers, sur le fait que on a... alors, on l'avait déjà eu un petit peu quand ils arrivent à la Cala, mais on a pour la première fois depuis longtemps, enfin même la première fois, je dirais, un point de vue externe sur ce qu'est Eddie aux yeux des gens normaux, tu vois. Ouais. Bon, on reviendra dessus, mais du coup, j'ai trouvé ça génial et ça dit de sa stature, ça dit de son charisme, ça dit de sa détermination, tu vois. C'est où il passe du vieux mec camé à probablement, en effet, un des meilleurs pistoleros de Sketet, tu vois. Ouais. Et là, c'est une Il y a évidence. quand même des moments où ils le décrivent comme s'il avait l'air complètement enragé, avec les yeux limite les De yeux ouf. rouges. Il fait peur, hein, ça, vraiment, c'est vrai. Mais il est en train de régler beaucoup de choses. Hein. Ce passage-là, il règle énormément de choses avec lui-même, avec son passé. Et, tu vois, c'est vraiment... c'est fort ce qui se passe là. Le restaurant spirituel de Manhattan est fermé, ce qui est étonnant pour un après-midi à Manhattan. Tower doit recevoir des clients privilégiés à l'arrière. Depuis le devant de la vitrine, Eddie voit à l'intérieur qu'il n'y a personne, mais il y a des traces de bagarre. Il force la porte et entre, bloquant la porte derrière lui. Tend dans l'oreille, il entend du bruit dans l'arrière-boutique. Revolver à la main, il s'y rend et se retrouve dans le dos des hommes de Balazar. Tower face à lui sur une chaise est terrifié. Mhm. C'est marrant parce qu'il y a Roland qui lui parle encore dans la tête et qui lui dit quand même une phrase qui me fait marrer, franchement, c'est qu'il lui dit et de plus, regarde le comptoir, Eddie. Mais cette fois, essaye de te servir de tes yeux au lieu de te contenter de laisser les images défiler devant. Ouais, putain, oui. c'est trop bien. C'est vraiment la réflexion de j'ai pas trouvé un truc et l'autre qui répond t'as regardé avec tes yeux, pas avec ton cœur. C'est vraiment cette expression-là, quoi. En fait, je ne vise pas avec mes yeux, je vise avec mon cœur. Hein. C'est le mantra du pistolero. Hein. C'est littéralement cette signification-là. Andolini menace le libraire de brûler ses livres de valeur. Il veut que Calvin s'engage à vendre Le Terrain Vague à la Sombre Accord le 15 juillet à midi tapante.
Andolini voit Eddie, qui jubile, interpelle Biondi, qui se retourne et le frappe 3 fois au visage. Trop rapidement pour qu'Andolini comprenne ce qu'il se passe. Eddie lui fonce dessus. Tellement bien. Non mais c'est ouf parce que tu dis, je pense que dans le... Quel super pouvoir ils ont développé, tu vois, dans l'entre-deux mondes pour arriver à être aussi rapide, aussi fort, aussi précis. Tu vois, il y a un truc de... C'est surhumain, en fait. Il y a un truc qui s'est développé chez eux qui est surhumain. Point. Ouais. Et c'est jouissif. Qui est pas possible dans notre monde. Complètement. Ouais. Et surtout ce qui fait subir à Andolini là, c'est avant que Andolini le croise plus tard, tu vois. C'est 10 ans avant. Ouais. 10 ans avant qu'il fasse souffrir son frère et tout. Ouais. Qu'il y a un truc je te fais payer en avance, quoi. C'est avant ou c'est pas avant? On reviendra dessus. Il y a une phrase là-dessus sur, en fait, vu qu'on est dans le monde clé, peut-être que, enfin, après, il y a toutes ces questions de paradoxe temporel où à partir du moment où Eddie est arrivé là, ça veut dire que c'est plus le même déroulé pour ce qui se passe après, mais il y a aussi une réflexion autour de 19e niveau de la tour, tout ça, qui est intéressant. Je pense que, voilà. C'est pas le même Eddie, c'est pas ce niveau de la tour, en fait, pour Eddie. Ouais. Il est dans un autre niveau. Et du coup, c'est pas le même qui vient prendre cette, Oui. Voilà. Parce que de toute façon, Andolini, il meurt pas loin après, non? Non, Jack Andolini, il meurt 10 ans après, il meurt tué par les eaux monstruosités sur la plage. Et là, on est 10 ans avant. Quand ils attaquent plus tard, quand ils attaquent la station-service pour essayer de récupérer Roland et Eddie, pour récupérer Tower, justement, il n'y a pas Andolini, là, qui meurt? Ah, tu veux dire... dans le tome 7. Sais plus. Ouais, je sais plus. 6 ou 7, d'ailleurs. À voir, à noter. Notez-le. Non, on va pas le noter, mais bon. Non, mais en commentaire, ils le sauront. Moi, pour tout ça, il me faudrait une vraie timeline visuelle. Ah, ces événements, parce que sinon, je m'en sors pas. Moi, elle est dans mon salon. Et donc, non, mais t'as pas Andolini là-dedans, donc il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas Andolini sur le timeline? Non, il n'y a que les personnes importantes. Ok. Je regarde quand même Zef qui se retourne et qui regarde sa timeline, mais... Non. Non, il n'y a que les personnes importantes. Ok. Donc c'est ce qu'on disait pour Tower. Eddie n'est qu'un méchant plus méchant que les autres. Plus fort, plus déterminé, plus flamboyant. Eddie et Andolini se battent. Le premier réussit à immobiliser le second en lui prouvant la force et surtout la réalité de son arme à feu. Cet Andolini-là n'est pas encore aussi important dans le réseau de Balazar que celui qu'Eddie a connu 10 ans plus tard, juste avant qu'il ne meure dévoré par les eaux monstruosités. Mais pas dans ce monde, car celui-ci est différent. C'est le niveau 19 de la tour, pense Eddie. Ouais. Il confie la surveillance de Biondi à Tower et donne à Andolini le message qu'il veut qu'il transmette. On ne touche pas à Tower, on ne lui crie même pas dessus, et son terrain vague, il le vendra à la Tête Corporation. Que le veuille le patron d'Andolini ou pas, il est désormais sous la protection de Gilead. Et je sais pas à quel point Eddie est une fois de plus en train d'improviser certains passages, parce que tu vois, la Tête Corporation et tout, est-ce qu'il y a réfléchi toute la nuit? Mais en fait, s'il avait réfléchi toute la nuit, je pense qu'on nous l'aurait dit. Et en fait, c'est juste... Non, vu comment c'est écrit en plus, t'as vraiment l'impression que c'est l'inspiration du moment. Non, il hésite, il hésite, il y réfléchit à la tête. Je trouve que c'est une qualité que n'a pas Roland. Roland, en fait, quand il est devant quelque chose à laquelle il n'a pas réfléchi, il va réfléchir par instinct, mais il va pas être aussi bon qu'Eddie pour s'adapter. En fait. Et Eddie, il a une vraie capacité d'adaptation au public qui est en face de lui. Après, en plus, Andolini, il le connaît, il a bossé avec lui, il sait très bien comment lui parler. Et justement, il y a tout ce truc-là où Andolini a peur de lui aussi parce qu'il voit que ce gars-là, 1, est très fort et 2, très charismatique et 3, a des infos sur lui et on sait pas trop d'où ni comment. Il est déterminé. Il sort le nom de sa famille, c'est les associés, l'autre. Ouais. Du coup, j'ai même pas besoin de louer Eddie, tu fais très bien tout seul. Là. Franchement, moi j'ai adoré ce passage-là, il est incroyable, tu vois. Vraiment, il est juste incroyable. Oui, et en même temps, moi ça me fait du bien et ça me fait plaisir pour lui, parce qu'il a ce truc où il revient dans son monde, c'est pas tout à fait son monde, il revient dans son monde en ayant réglé ses problèmes, tu vois. Il en est parti en étant un homme brisé, addict et à poil, littéralement, hein, puisqu'il a passé la porte à poil juste après avoir vu la tête de son frère rouler sur le sol. Ah. Donc, et là, il revient et c'est un autre homme. Et ça me fait du bien pour lui, ce passage-là, parce qu'en fait, il arrive à se venger, mais il perd pas le contrôle. Et il tombe pas dans le truc de se dire, je vais lui coller une balle dans la tête, machin. Et il arrive à rester droit et à pas se perdre, en fait. Et c'est hyper touchant.
Ouais, bien sûr. Parce qu'on se dit, en fait, quand il voit la voiture de Balazar et qu'il se dit, je suis content d'avoir une arme chargée, il se dit, ok, il va tous les buter. Et en fait, non, il voit plus loin que ça. Mais parce qu'entre-temps, il est arrivé de la tour, il a vu la rose. Mais en fait, c'est beau ce qui se passe là quand on regarde, quand on sait tout ce qu'on a vu de lui et tout ce qu'on l'a vu traverser sur son addiction, sur sa relation avec son frère, tous ces trucs-là, quoi. Ah, mais c'est un bel arc de rédemption qu'il a. De ouf. Autre chose, quoi, tu vois. De ouf. Tu vois. C'est presque aussi beau de Zuko dans Avatar. Mais. C'est vrai. Presque. Mais j'aime bien qu'il balance les termes à dit à la Sombra que c'est Gilead maintenant. Tu sais, pour leur dire, pour Ouais, il fait faire passer le message bon de message. les gars, on est là. Hein. Ouais. On est Ouais. aussi là, vous inquiétez pas. Ouais. Et je trouve ça trop stylé. Ouais, c'est super stylé. Et donc plus tard, Calvin et Eddie boivent un café. Dipno est chez le cancérologue, faire un bilan pour s'assurer de la rémission de son cancer. Et Calvin explique qu'il rêve de son terrain vague, d'un champ de roses infini. C'est lui qui a fait démolir la vieille boutique sur le terrain et fait poser une palissade. Ouais. Il traite son pote de vieux cockub. Cockub. Cocube, je sais pas comment. Cocu. J'ai pas. J'ai pas compris le terme, je sais pas d'où ça vient. C'est pas un terme, c'est pas du yiddish. Il en a déjà parlé. Ah, peut-être oui. Tous les deux, ils avaient déjà des expressions un peu comme ça. J'ai pas été vérifier la traduction, mais je pense que c'est ça. Je sais pas, Oui. ouais. Ouais, c'est peut-être la façon de King de nous faire le lien avec ceux qui ont sauvé Callahan, qui parlaient une langue qu'on comprenait pas, qui lui a été expliqué plus tard à Dopeka, quoi. C'est peut-être ça. Vous êtes parti chercher? Ouais, comme je retrouve pas le mot, j'ai pas l'orthographe exacte. J'ai un zéro planté, donc je peux pas le retrouver. C'est rare qu'il y ait un zéro planté. Attends, c'est le début du passage 9. Alors. One eternity later. Je sais pas, je dirais si je trouve. Ok. Et Eddie bug encore plus quand Tower lui montre le livre qu'Andolini a menacé de brûler, auquel Calvin tient particulièrement et qui apparemment mentionne beaucoup la palabre. Un livre signé Benjamin Slightman Jr. Les 3 mots faisant 19 dis lettres. donc. C'est ouf, trop bien. Et il n'y a pas de photographie de l'auteur, juste une biographie. Et si le livre tient tant à Tower, enfin si Tower tient tant au livre, c'est une erreur. C'est à cause d'une erreur d'impression. La page intérieure indique le Hogan, le titre en couverture est mal orthographié et il manque le Junior dans le nom, comme si c'était l'aîné qui avait écrit Slightman l'aîné et pas Slightman le jeune. Ouais. En vrai, je me souvenais pas du tout de ça. Toi, C'était non plus. en redécouverte de « Ah putain, c'est vrai que c'est ça !» Moi, je me souvenais vaguement de cette explication, mais que je me souvenais pas par contre que le Dogan, c'est pas un vrai mot. Ouais. Tu vois, je pensais que de le retrouver là, je fais putain. Ouais. Et là, c'est vraiment C'est le une mémoire. pré-shot de on va retrouver dans la grotte un livre de King qui parle de Callahan, Ouais. tu vois. Salem. C'est ça que ça prépare. Slightman a écrit 3 livres sur le Grand Ouest du point de vue des natifs américains, jusqu'à se faire tuer par l'un d'entre eux. Pardon. Mais c'est- Je trouve ça drôle. Mais ce n'est pas de ça dont Eddie veut palabrer. Il dit à Tower de quitter New York jusqu'au 15 juillet pour se protéger des hommes de Balazar. Et il peut compter sur Aaron Dipno qui a de l'argent. L'occasion pour les deux de s'offrir des vacances. Eddie jette un œil derrière lui. La porte est toujours là. Roland attend toujours avec ses balles dans les oreilles. Ouais. Moi, à ce moment-là, j'avais oublié qu'il était là. Roland. Oui, mais c'était pas du tout le personnage central de cette scène. hein. Oui, et du coup, t'as la porte qui suit Eddie, quoi. En fait, c'est ce concept de porte qu'il suit qui me Ouais. perturbe toujours. Donc, du coup, quand je vois la scène, je vois pas une porte derrière Eddie avec Roland qui est en mode ok, bon, mon gars, avec ses regarde, écouteurs déjà, dans les oreilles à C'est 30 limite. kilos. Allez, vas-y. Oui, c'est ça. Ce serait ça, mais... C'est vrai. Mais en fait, pareil, tout le passage là d'Eddie avec Tower qui lui dit faut que tu te casses, vois ce que tu vas faire et tout machin. Putain, je me dis, c'est tellement loin des pistoleros et tellement intelligent dans la situation, c'en est ma boule, quoi, tu vois. Ouais. Et il a Ouais. compris comment fonctionnait un mec comme Balazar, quoi. C'est pas Ah ouais, parce qu'il bien l'a sûr. menacé. Ça, il qu'il le va sait. laisser tranquille. Il le sait comment il fonctionne, Balazar, c'est son monde, quoi. Ouais, Clairement. Mais puis il a bossé pour lui, tu vois. Donc, Ouais, clairement. Mais le truc du tu vas rédiger un contrat, qui va nous vendre le truc, qui va tu vois, c'est tout un. Et juste en plus, tu marqueras, dis à ton pote de marquer sur la palissade le code postal, on te trouvera. Tu vois, tellement de petits détails. Je me dis, dans la situation, le rush, l'adrénaline, tout ça, j'aurais jamais. Enfin, tu vois, plein de choses, petites choses à penser en fait.
Tower passe à partir dans le Maine ou le New Hampshire, et pendant leur planque, il faudrait qu'il trouve un avocat pour vendre le terrain à la Ted Corporation pour $1, avec la promesse qu'à la fin, cela vaudra le coup. Et après tout, Eddie lui a sauvé sa vie, mais Tower continue d'être borné et sur ses gardes. Eddie est même obligé de lui dire qu'il est le mari de l'héritière des industries dentaires Holmes. Tower, il est pas sympathique comme bonhomme. Hein. Non. Non, mais non. c'est ce qui fait qu'il a tenu. C'est ça qui est marrant. Ouais. Mais aussi. C'est en fait, il est tellement pas conservateur. Enfin, il tient à ce qu'il a, quoi. Ouais, ça, il veut voir. C'est pas le radin, c'est pas le bon terme, mais ouais, il veut pas lâcher les choses qui sont. Non. Non, il est obstiné. Calvin est prêt à céder, mais il veut lui montrer ce qu'il a dans son coffre, son objet avec la plus grande valeur. Eddie en profite pendant que Calvin est parti chercher le truc dans son coffre. Eddie en profite pour demander de l'aide à Roland, mais le vieux pistolero a peur que ça ne se referme s'il passe la porte. Ouais. J'adore. Hein, en fait, il y a une telle confiance dans le duo, là, l'un en l'autre, tu sais. Ouais. C'est. Ce qui n'était pas le cas il y a encore si peu de temps, hein, tu vois. Exactement. C'est Là, ça. Roland, il est vraiment en mode tu gères, on va pas prendre de risque à ce que j'intervienne alors que t'es clairement en train de gérer, tu vois. Tellement bien. Vraiment une passation entre les deux, quoi. Tu vois, Roland, il a même plus besoin d'être là. Il dit, vas-y, gère, c'est ok, De toute quoi. façon, Roland, dans ce tome-là, il sait pas quoi faire. On l'a vu la dernière fois avec la discussion avec Jack, en mode Jack, qu'est-ce que tu veux faire On va s'en remettre au cas, sous-entendu. En fait, moi, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire, donc c'est toi qui va décider. Et là, en fait, Roland, il sait aussi que c'est pas son monde, c'est pas ses codes. S'il débarque, il va servir à rien, il va mettre encore plus le bordel. Donc, il a aussi pas d'autre choix que de s'en remettre à Eddie. Et là, avec la différence que il ne doute plus d'Eddie à un moment où avant il aurait pu douter de lui. Ouais, clairement. Il y a aussi le petit passage où on commence à nous montrer justement à ce passage-là que Roland, il est en souffrance totale. Ouais. Oui. Donc même s'il voulait quelque part, il fait oui non tu gères, mais en fait il est Clairement. si Ouais. je bouge, je crève. Et donc Tower, quand il rentre, il capte une partie de la conversation entre Eddie et quelqu'un d'autre, mais il pense que juste Eddie parle seul. En tout cas, il est revenu avec une enveloppe qui indique Stéphane Torren, lettre morte, et qui a aussi les hiéroglyphes qui signifient dérobé. L'enveloppe, elle contient un papier avec un nom dessus. Si Eddie peut le lui dire, alors Tower fera ce qu'il voudra. Et c'est beaucoup trop facile pour Eddie. C'est beaucoup trop facile, mais franchement c'est les poils quand même. Oui, mais tu vois, il a une espèce d'intuition ou d'évidence comme ça que nous, on n'aurait même pas eu. Tu vois, nous, on n'a aucun indice que un des noms, ça va être Roland, ça va être Deschamps, ou Steve, le nom de son père, tu vois. Surtout, personne. Enfin, je n'ai pas souvenir qu'on ait une explication réelle de d'où ça vient. Non, Non, on n'en a pas. Non, que dalle. non. C'est vraiment le cas et la lignée qui... Enfin, tu vois, c'est la tour elle-même qui a interagi, ou la rose, si on veut, qui a interagi directement en mode... Ce mec-là, elle l'a guidé en sachant qu'il fallait qu'à cette époque-là, ils en auraient besoin. Ouais, on sait pas Oui, mais d'où tu vois- ça vient, en fait. Oui. D'où Ouais, ça lui vient, parce que le Qui- papier, il a 131 ans. C'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Tower. Et ça, on n'a jamais d'explication. En fait, il y a un Non, truc ça- de. Je vais faire un peu On est de sur méta, un Deus mais- Ex Machina, mais qui, dans un univers comme celui-là, avec la rose, on n'a pas besoin d'avoir des explications sur tout Oui, ce oui. qui se passe. On sait qu'il y a des forces plus grandes qu'eux qui sont à l'œuvre, donc il y a des choses comme ça. Et puis, on apprendra plus tard que de toute façon, c'est King qui écrit, donc il peut écrire ce genre de choses. On s'en fout. Il y a pas Bah, en fait, pas tant, en fait. Parce que c'est là la complexité du truc. Non, mais King, il écrit les personnages de Roland et de Eddie Sam. Il écrit pas Calvin Tower qui est dans son monde à lui. Ouais, c'est la partie méta. Bah, En fait, là, on est sur un niveau du monde où King, il vit. Et il écrit pas ce monde-là. Il écrit le monde où Roland vit. mais notre King à nous, il écrit ce monde-là. Oui. Non, mais on peut pas. Oui, bien sûr. C'est vraiment le genre de truc, s'il nous donne pas l'explication, c'est qu'elle avait pas d'intérêt et qu'on peut se faire des choses bêta comme ça, mais à la fin, ce sera ta gueule, c'est magique. Non, mais c'est ça qui a... Non, mais en fait, je suis pas persuadé que ce soit juste la gueule, c'est magique, justement. Je pense qu'il y a une explication réelle de... Oui, c'est King qui l'a écrit pour montrer que la boucle est bouclée d'une certaine façon, Oui. mais c'est pas palpable, en fait. Tu vois, autant quand ils sont
quand Susanna elle est dans le tome 7 dans la salle de bain du vampire et qu'elle voit le mot de King qui lui dit voilà je te rends l'appareil, c'est ok, on est quitte. Je comprends que ce soit méta et qu'il y a une forme de boucle, tu vois, qui se fasse naturellement dans l'écriture de ce que je suis en train... Enfin, dans l'histoire que je suis en train d'écrire pour que Susanna puisse comprendre dans sa propre histoire. Et ça, c'est ma boule, déjà. Ouais. Mais là... voilà. Tu vois et que d'un jour, King nous sorte une nouvelle où l'arrière-arrière-grand-père de quelqu'un trouve une lettre où il y a marqué Steven Deschamps et que il donne, tu vois. Ou t'as RF qui l'a filé ça à quelqu'un. Ouais. Oui, Ou alors il a je trouve vu ça, Retour vers le futur et il s'est dit ah bah c'est Retour vers le futur 2 alors c'est ok. Et donc, en effet, sur le morceau de testament qui reste de l'arrière-grand-père de Tower, il y a marqué Roland Deschamps de Gilead, la lignée d'Eld et Pistolero en capitale. Et c'est fou qu'il les garde en plus juste ce bout-là, en sachant qu'à un moment donné, et que ça se soit passé de génération en génération en plus. Je sais pas. Et peut-être qu'à un moment on retrouvera ce truc quelque part et Ouais. on s'en souviendra pas. Mais on compte sur vous dans les commentaires. Eddie parle 15 minutes avec Tower, mais ne l'aime pas trop. Il est un mélange de bêtises et d'obstination. En tout cas, le libraire n'a pas de bague, qui a une inscription qui dit Ex Libris. Et Eddie peine à lui faire promettre de partir dès que lui-même sera parti. Tower semble toujours un peu sous-estimer la dangerosité de la situation et l'imminence de la menace, mais il finit par céder. Eddie fait confiance au cas pour retrouver l'homme où qu'il sera. Mais avant ça, Tower a quelque chose pour Eddie, une requête, une condition pour faire tout ce qu'Eddie veut. Les dernières volontés de Stéphane Torren doivent être respectées, peu importe à quel point cela met Eddie en rogne. Tower ne voit pas la porte, mais a cru Eddie quand il en a parlé. Et c'est marrant à quel point Eddie est très très en colère. Moi je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il lui demande déjà pour le foot à ce point en rogne? C'est ouf. Je sais plus ce qu'il lui demande. Comment? Ah oui, bah oui, c'est les bouquins. Oui, c'est la les casse, bouquins, c'est la casse de livres. La grosse malle avec plein de livres. Une fois de plus, on est en train de parler d'addiction, hein, tu vois. C'est vraiment Tower, il est addict à ses livres, il veut les protéger à tout prix, coûte que coûte. C'est ce qu'il a de plus grande valeur. C'est un collectionneur. Et une fois de plus, King parle d'addiction. Donc là, on passe du côté de Roland, qui voit tout et qui semble littéralement vivre un enfer en résistant comme il peut à la 13e noire, ses vibrations, son appel, son bruit, ses douleurs. Il est vraiment en mode torture totale. Et Eddie l'appelle. Avec Tower, il pousse un coffre de livres à travers la porte et il a besoin d'aide. Alors Roland tire le coffre et dès qu'il passe la porte, le coffre et la porte commencent à se refermer. En plus, il les fout dans la merde. Ouais, t'imagines la situation? Franchement, moi, ça me fait presque rire de voir Roland tout seul dans sa grotte avec sa petite boîte ouverte, avec une boule qui est en train de souffrir physiquement et mentalement le martyr, avec en face de lui un vieux libraire ultra relou et un ancien addict qui est devenu une espèce de super-héros qui est hyper énervé en train de pousser une caisse à travers une porte que personne ne voit et qui pourtant, enfin, tu fais... En grognant, en plus, je suis sûr. La scène est vraiment incroyable, tu vois. Ouais, complètement. Vraiment. Et je me dis, ça fait partie des scènes qui ont un potentiel cinématographique de dingue, mais qui peuvent être loupées tellement facilement et qui, si elles sont bien faites, peuvent être tellement incroyables. Ça peut venir vite ridicule, c'est ça le danger de ce genre de scène. Et c'est là, en réalité, c'est là où beaucoup d'adaptations de King se sont plantées, parce que King, il a ce côté où t'as envie de l'adapter parce qu'il écrit de façon tellement visuelle que tu vois tout de suite les choses. Et en fait, la force de King, c'est autant les décors qui plantent que les personnages qui mettent à l'intérieur. Et il y a beaucoup d'adaptations qui se plantent sur les personnages parce qu'ils n'arrivent pas à mettre assez d'intention dedans, assez d'intensité, à passer assez de temps avec eux et tout. Et c'est là le risque. Après, Flanagan, il fait des bonnes adaptations. Il arrive à capter les personnages. Hein. Je rappelle qu'il faut aller voir la vidéo de Chuck, hein, vraiment pour le coup. Flanagan, il a capté King. Et faut juste qu'on lui laisse le temps et l'argent pour faire une bonne tour sombre. Mais là, ça fait partie. On en a déjà parlé. Moi, ça fait partie des scènes où je vais l'attendre aussi parce que en fait, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire sur ce type de scène-là, quoi. Et donc Roland rugit. Eddie doit revenir. Alors l'homme se précipite et la porte claque derrière lui. Roland voit bien qu'Eddie n'a pas trop apprécié Tower, mais surtout qu'il se perd beaucoup dans ses pensées depuis son retour il y a déjà 10 minutes. Et en effet, Eddie n'a pas apprécié que Tower veuille sauver des livres, alors que l'avenir de l'univers entier est en jeu. Mais pour Roland, si les livres sont ce qui compte pour Tower, alors cela sert le cas d'une façon ou d'une autre. Et ça me ramène sur
une des conversations qu'on a eues, je crois, au tout début du podcast, que en plus, Tower, son univers à lui, qui veut sauver, c'est ses livres. En fait, l'univers qu'on sauve, c'est toujours, c'est jamais qu'une question de point de vue. Et ça, on en a beaucoup parlé, je sais, déjà dans ce podcast. Ton micro est coupé, Zef. Ah merde, bon, je sais, oui, complètement. Il y a juste un passage où, quand Roland il lui claque les doigts devant le visage, il lui dit Easy, reviens de NIS. Ah oui, exact, oui. Et j'ai pas compris ce que c'était non plus. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est Oui. quoi en anglais d'ailleurs? Et le narrateur audio en français, il dit Nice. Et donc, du coup, ça doit faire bizarre en VF. Ouais, je pense que c'est Nice. Reviens de Nice. Soit c'est une ref au monde de Reviens de King et Cannes. c'est genre un endroit où tu te perds, soit c'est une ref anglophone. Ouais. Et pendant que tu probablement. cherches, Zef, je vais remettre une balle non, parce que le pauvre, il est déjà mort au narrateur audio en français, qui ne dit pas Jack Andolini, mais qui dit Jake Andolini, ce qui est très perturbant, du coup, à l'écoute, d'avoir à nouveau un Jake, alors qu'en fait, c'est un Jack. Come back from Nice, NIS. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Une expression, j'imagine. Sûrement une expression, ouais. Mais il dit c'est que Calvin Tower va se montrer négligent, alors il va falloir le faire surveiller par Callan, probablement. Et c'est marrant parce que Roland, à ce moment-là, il dit il est l'un des nôtres, ou il pourrait l'être. J'aurais dit il l'est. Ah non, en fait, il l'est pas. Il pourrait, mais. Non, il pourrait, mais ça ne l'est pas. Juste avant ça, il y a une petite blague de. Je pense qu'ils laisseront une piste. Nous, on pourrait le suivre, mais j'espère que ce ne sera pas comme des hommes de Balazar. Ce qui me tracasse, c'est Jack Andolini. Il est affreusement malin. Quant à Balazar, il a conclu un marché avec la Sombra Corporation. Et t'as Roland qui lui dit il s'est pris pour le King. Voilà. Lol. Avec une belle majuscule. Et après, t'as le bon éclat de rire de Roland et Eddie qui est incroyable, je trouve. Sur. Tu penses qu'il va se montrer négligent? Oh, ça, je sais qu'il va se montrer négligent. La question est de savoir si ça permettra à Balazar de l'attraper ou pas. Il va falloir que tu surveilles Monsieur Tower pour notre sécurité à tous. C'est ce que tu te dis, n'est-ce pas? Mon salaud, s'exclama Eddie. Et quelques secondes de réflexion en silence, ils éclatèrent de rire en chœur. Je trouve que il y a un truc de frère qui est trop cool. Voilà. Ouais, et puis il y a une espèce de soulagement, tu vois. C'est vraiment... en fait, tu passes une étape et c'est juste l'extase après, tu vois. En fait, il s'est pris un shot d'adrénaline, hein, une fois. Enfin, on reste sur un addict. Et Dieu sait que les personnes qui font des sports extrêmes, ce n'est jamais qu'une addiction à l'adrénaline et à la redescente qu'il y a derrière. Donc là, c'est la même chose. Nice, a priori, c'est un dieu dans l'univers de la Tour Sombre. Oh. Mais par contre, c'est... je pense nous, on en a jamais entendu parler. Ça a été développé dans des one-shots en comics, plus tard écrits par Robin First. Ah, ok. Ah oui, un dieu, et c'est aussi le nom de la terre, enfin de l'endroit où il vit, où il dort. Ni c'est le nom du dieu, ainsi que celui du pays du sommeil où il réside. On le considère comme le dieu de la sagesse et de l'inspiration divine, et on l'invoque souvent lors d'une révélation. Ah, donc c'est ça. C'est pourquoi on dit qu'il a inspiré Arthur Held à unifier le monde du milieu. Du coup, c'est la traduction automatique, donc c'est pas le monde du milieu, mais entre deux mondes, j'imagine. Ainsi que les chants et les danses de Comala. Si un homme tombe dans le coma, on dit qu'il est perdu au pays de Nice et on l'invoque alors pour aider son âme à rejoindre son corps. Il convient de noter que les gens ne blâment pas Nice, ni si cela arrive à quelqu'un. C'est simplement que l'esprit d'un mortel peut facilement se retrouver piégé dans le royaume extra-dimensionnel de Nice. Ok. Oui, en fait, c'est dans le Concordance, pardon. Ah, c'est dans Concordance, ok. Ouais, Nice, voire Dieu de l'entre-deux-mondes. C'est comme le nôtre, hein, ils ont tout pompé sur. Oui. Mais parce que là, je suis sur le Dark Tower Fandom. En anglais, j'ai fait une trad automatique avec dans l'onglet, donc du coup, les termes sont pas tout à fait les bons, mais Joseph va nous la refaire. Non, ça, Nice est à la fois Dieu des rêves de l'entre-deux-mondes et le nom de la terre du sommeil et des songes. Nice est aussi le nom du cheval du roi cramoisi. Oui, et le nomme d'après le dieu, espérant que cela lui permettrait de pénétrer dans l'esprit des humains endormis pour envahir leurs pensées. Oh, stylé. Ouais, trop cool. Et dit c'est autre chose que Roland soupçonnait déjà à cause des lunettes, Ben Slightman et la balance. Mais ouais. Trop bien.
Plus tard, les deux hommes parlent et se demandent si le fils Slightman n'est pas impliqué. Mais si c'était le cas, Jack le saurait. En plus, Roland a compris que Jack soupçonnait le père. Et c'est probablement lui qui devra révéler ce secret à toute la Cala, même si c'est un petit garçon, même si c'est le père de son meilleur copain. Ouais. Et là, on termine sur un lourd poids sur les épaules d'un petit garçon. Quand bien même on dit que c'est un pistolero, c'est lourd à porter, quoi. À quel âge je serais ok de ne pas le porter? Je sais pas. J'avoue. Genre à 14 ans, c'est ok ou c'est trop jeune encore? Non, j'ai envie de te dire dès qu'il est majeur. 14 ans, Roland, il n'est qui est Suzanne, c'est ok? Oh. Bah c'est vrai. Ah, ses références sont pas les mêmes que les autres, son échelle de Oui, et puis maturité n'est pas la même. Jack, il a pas grandi pour être un pistolero, quoi. Ah oui, il a quoi, 9 ans là? Ouais, j'étais en train de chercher, je crois qu'il a à peine 10 ans. Il n'avait même pas 10 ans, je crois. Ouais. Il a eu 9 ans, je pense. Il doit avoir 8 ou 9 ans, parce qu'il est pas encore au collège. Non, il est encore en primaire. Aïe, aïe. Il semblerait que Koku, je sais pas comment on dit, Ouais. c'est un small trinket, un petit objet, un truc comme ça, mais je suis pas sûr de la trad. Voilà, Small trinket. Un trinket, c'est un... C'est un pendentif, Ouais, un truc qui vaut pas grand chose, mais que c'est un petit objet, un petit pense-bête, je sais pas comment on peut Ouais. traduire exactement. C'est genre une pièce porte-bonheur ou un truc comme ça, quoi. Ok. Et du coup, mais ce qui pourrait correspondre à des pneus, en fait. C'est un peu le porte-bonheur de Tower, en fait. Ok. Dans l'idée. Ok. Voilà. Pas sûr de cette rade. Ouais, je vois pas trop le lien pour le coup, mais J'essaie de retrouver le passage, en vrai. Mais c'était un peu loin. ouais, je sais plus où c'était. Je le cherchais et dans la discussion, je le retrouvais pas dans le bouquin. Alors, où est votre copain? Dans son cas, c'est un mauvais mais pas irrémédiable. Le cancer progresse moins vite quand on arrive à cet âge-là. Même le grand C se fait vieux, c'est plus drôle quand on y pense. Bref, ils l'ont fait griller à coups de radiation et ils disent que tout est parti, mais Aaron dit qu'il ne faut jamais tourner le dos au cancer. Il y retourne tous les 2-3 mois. Et il est allé aujourd'hui, j'en suis content. C'est peut-être un vieux coucou, mais il reste une sacrée tête brûlée. Ouais, ça Non, paraît pas complètement adapté. Ça marche pas, ça va pas être ça. Désolé. Mais non, mais ouais. Ok, c'est pas très grave. Je pense que ça fait. En fait, moi, que je lis King en VO maintenant, je le lis en VO sur ma Kobo parce que ça permet toujours, je l'ai déjà dit, je crois, de traduire les mots que j'ai pas en direct. Et en fait, il y a plein de mots que je traduis où ma Kobo elle me dit ça n'existe pas et où je cherche sur Internet et où en fait c'est juste des expressions tirées par les cheveux que King invente ou qu'il a sorti, qui sont très peu usitées et que du coup que même les anglophones n'ont pas forcément, quoi. Ouais. King il fait beaucoup ça. C'est ok. C'était un point de détail de toute façon. C'est du patois d'humaine. Exactement. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur tout ça avant qu'on fasse la conclusion? Non, c'était très bien. Je l'ai enchaîné. Ouais. Il nous reste donc 2 épisodes là-dessus. La prochaine fois, donc l'épisode du 19 mars, on lira les chapitres 3 à 5 de la partie 3. Ça veut dire que l'épisode d'avril, on le fera certainement en live, l'épisode qui conclura ça. Donc plutôt peut-être début avril, on verra en fonction, parce qu'il y a Pâques aussi, tout ça. Donc on verra comment on fait ça, mais on devrait le faire en live. On vous tiendra au courant évidemment sur les réseaux sociaux, les nôtres et ceux de Stephen King France. En attendant, fidèles auditeurs et auditrices, retrouvez-nous sur les réseaux et venez surtout en parler avec nous sur Discord. Les liens sont, comme d'habitude, en description de cet épisode. Merci messieurs pour ce nouveau voyage avec vous. Je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour vous. Non, parce que t'as pris une inspiration, j'ai cru que tu continuais. Non, je respire juste de temps en temps, ça m'arrive. Pardon, bah oui, mais arrête, voilà.